O massacre de Ruanda em 1994 chocou o mundo, quase sempre anestesiado contra as repetidas tragédias africanas, de guerras sangrentas a fomes bíblicas. A matança gerou até filme de ficção, como Hotel Ruanda, que dramatizou o confronto de vizinhos contra vizinhos no mesmo país. Em poucos dias, grupos da etnia Hutu trucidaram no mínimo 800 mil Tutsis, a golpes de pau e machetes, sem excluir crianças, mulheres e velhos. Reflexo de um ódio que se arrasta há muito tempo. 15 anos depois, o palco de massacre africano está em Darfur, no Sudão. Como ocorreu em Ruanda, o mundo assiste chocado de novo, mas à distância, sem interferir no solo, para conter à força os abusos que prosseguem em Darfur. Deveria interferir? Seria mais um problema aparentemente insolúvel nesta parte do mundo tão assolada por tragédias? Faz sentido ainda responsabilizar o passado colonial e a exploração estrangeira pelos males que o continente sofre? E por que prossegue na África a sina de lideranças políticas com extraordinária inclinação para incompetência e corrupção? Levamos essas e outras questões a um dos maiores especialistas em África na Europa, o professor e escritor francês Gérard Prunier, autor de vários livros sobre o continente. Prunier divide seu tempo entre residência na Etiópia e seu pequeno apartamento em Paris, onde o Milênio o entrevistou. Alors, vous avez écrit des livres et beaucoup d'articles sur le massacre au Rwanda, en 1994, et c'était un événement qui est déjà dans la conscience des gens partout du monde, et même à travers la fiction, comme le film L'Hôtel Rwanda, 800 000 personnes ont été tuées, massacrées. Les voisins, les Hutus ont massacré les Tutsis. 15 ans après, est-ce que la justice est faite? Oui et non. C'est extrêmement difficile à faire. On peut pas... Il y a probablement eu facilement 500 000, 600 000 personnes qui ont trempé dans le génocide. Je ne parle pas juste des organisateurs, ça, le nombre était restreint. Mais justement, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé avec les Juifs et les Allemands. C'était un génocide, on pourrait dire, de proximité. C'est-à-dire que les gens ont tué leurs voisins, comme vous le disiez. Les Allemands avaient des troupes spécialisées pour ça. Là, c'était n'importe qui. Donc, on ne peut pas mettre 500 000 personnes en prison. Et il y a eu tout un effort, justement, pour désamorcer ça à travers le processus qu'on appelle Gacaca en Kinyarwanda, c'est-à-dire des tribunaux qui autrefois n'étaient pas faits pour les crimes de sang, mais qui maintenant ont été adaptés plus ou moins pour que les assassins viennent se confesser. Alors c'est un mi-chemin entre la justice et la psychothérapie. Les gens expliquent ce qu'ils ont fait, pourquoi, en disant qu'ils obéissaient aux ordres du gouvernement, ce qui était vrai d'ailleurs. C'était pas du tout un phénomène spontané. Mais la culture rwandaise est une culture de l'obéissance. Et c'est d'ailleurs assez effrayant, parce qu'on ne sait pas où ça peut mener. Pour un public comme le public brésilien, qui a une difficulté de comprendre une lutte fratricide comme ça vient d'où, le conflit entre le Hutu et... Ça vient de différences sociales historiques profondes. Hein. Les Tutsis et les Hutus, contrairement à ce qu'on dit, n'étaient probablement pas de la même origine raciale, n'avaient pas les mêmes origines culturelles, et ont donné un système, on pourrait dire, de caste, où il y a eu une certaine homogénéisation culturelle entre Tutsis et Hutus, notamment au niveau de la langue, puisqu'ils parlent la même langue. Mais il reste des différences physiques, et puis il restait, jusqu'à la décolonisation, de grandes différences sociales. C'est-à-dire que les Tutsis représentaient l'ancienne aristocratie, ou du moins qui se percevaient comme telle, parce qu'il y avait des Tutsis pauvres
qui n'étaient pas des aristocrates bien riches. Et ça a été favorisé par les Allemands puis par les Belges, qui ont utilisé les Tutsis comme auxiliaires de la colonisation. Et puis, juste avant l'indépendance, il y a eu un retournement, parce que comme les Tutsis étaient plus éduqués, ils ont été à la pointe du mouvement nationaliste. Alors là, les Belges n'étaient pas contents. Ça ne leur allait pas du tout. Donc, ils ont au contraire favorisé les Hutus. Et ça a donné en 1959 une crise grave, où les Hutus ont pris le pouvoir au moment de la décolonisation et ont commencé à massacrer les Tutsis. Ça a duré 3-4 ans, entre 59 et 63. Et ça a laissé un antagonisme considérable et des milliers de réfugiés Tutsis à l'étranger, qui en 1990 ont attaqué le Rwanda et ont liquidé le régime, qui, avant de mourir, s'est livré à ce génocide, parce qu'il se battait déjà depuis 4 ans. La guerre avait commencé en octobre 1990. Le régime aurait pu tomber sans qu'il y ait génocide. Le génocide n'était pas automatiquement inscrit dans le programme du gouvernement, mais certains éléments extrémistes du gouvernement Hutu ont décidé d'y avoir recours. Ce qui était d'ailleurs, d'un point de vue militaire et politique, complètement idiot, parce que, exactement comme les nazis, ils ont gâché beaucoup de ressources, de temps et d'efforts à tuer tout un tas de civils, puisqu'ils n'avaient aucun intérêt militaire, et ils ont perdu la guerre. Il y a plusieurs parallèles avec l'erreur fondamentale des nazis. Qui était en position à ce temps-là pour éviter le massacre? Le pays voisin, l'Europe, les États-Unis, l'ONU, qui pourrait faire quelque chose et n'a pas fait? Les seuls qui auraient pu intervenir efficacement et rapidement, c'était les Américains. Parce qu'il aurait fallu une force de déploiement rapide avec des gros moyens aériens, et les Américains l'avaient. Les Russes, autrefois, l'auraient eu, mais enfin, bon, tout ça, les Russes, ça ne leur importe pas beaucoup. Par exemple, quand on pense à l'opération qu'ils avaient montée en Afghanistan en décembre 1979, c'était une opération de ce genre. Gigantesque pont aérien à usage militaire. Les Américains auraient pu le faire. Et j'ai eu de longues discussions avec les Américains à propos de pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait sur le génocide rwandais. Et la réponse, c'est « Ah, il nous aurait fallu des moyens aériens, des moyens blindés, etc. » C'est le très mauvais côté de l'armée américaine. L'armée américaine, aujourd'hui, est devenue une espèce de monstre lourd qui ne sait plus faire une petite guerre simple. Ils ne savent plus. Et puis, il leur faut des quantités d'avions, de blindés, etc., qui n'auraient strictement servi à rien dans le cas du génocide rwandais. Les milices qui ont tué dans le génocide étaient des paysans sans aucune capacité militaire qui auraient été pulvérisés en une semaine par une armée sérieuse. En plus, le pays est tout petit, c'est un pays qui fait une trentaine de milliers de kilomètres carrés, il y a de bonnes routes, c'était extrêmement facile. On n'était pas dans ces cas comme par exemple la guerre au Congo, la guerre en Somalie, où on a des pays immenses avec des moyens de transport très Peut-être l'expérience américaine en Somalie qui lui a dit... Oui, mais c'était complètement stupide. C'était complètement stupide, parce qu'ils ont comparé, c'est comme si Hitler avait comparé la guerre avec la Russie et l'invasion de la Belgique. Bon, il est évident que l'armée allemande avait les moyens d'envahir la Belgique, sans problème. Elle n'avait pas les moyens de conquérir l'URSS. Les Américains ont confondu la Somalie et le Rwanda. Et c'était une erreur monstre. Le président Clinton, il a dit souvent qu'il a un problème de conscience lui-même, parce qu'il n'a pas... Et chez les militaires, notamment. Parce que j'ai eu de longues discussions avec des militaires américains à ce propos.